Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 5e et dernier webinaire de l'ASPQ dans la série Politique prometteuse pour réduire les méfaits de l'alcool. Aujourd'hui, on va vous parler d'encadrer le prix de l'alcool. Je vais quand même laisser un peu de temps là, aux gens pour se connecter. Je vois que les chiffres, les connexions montent un petit peu. Donc, je vais laisser une trentaine de secondes ou une minute là, pour que les gens arrivent. Donc, les connexions commencent à ralentir un petit peu. Donc, je vais commencer tranquillement en faisant l'intro, comme ça, ceux qui se joignent à nous par la suite ne vont rien manquer. Donc, comme d'habitude, le webinaire devrait durer maximum 1 heure. Je devrais même pouvoir vous laisser un peu de temps là, pour profiter de votre heure de dîner. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une conférencière invitée également qui va faire la deuxième partie du webinaire, qui est Mme Chantal Blouin de l'INSPQ. Donc, je vous fais un petit rappel également du processus. Donc, vous avez dans le bas de votre écran un Q&A, donc questions-réponses, où vous pouvez aller inscrire vos questions durant le webinaire au fur et à mesure. Et à la fin du webinaire, nous répondrons aux questions, ou par écrit ou alors verbalement. Donc, n'hésitez pas à aller poser des questions tout au long des présentations. Donc, rapidement, là, je refais un retour rapide sur qui nous sommes à la SPQ, le contexte des webinaires, une petite introduction. Et ensuite, je vais passer la parole à Mme Blouin pour discuter d'une modélisation du prix minimum faite au Québec et la période de questions ensuite. Donc, l'Association pour la santé publique du Québec, qui est un organisme indépendant à but non lucratif, qui réunit près de 1000 partenaires citoyens et organisationnels, qui a comme vision la santé durable, qui est plus de santé plus longtemps dans un environnement plus sain et sécuritaire pour les générations actuelles et futures. Donc, pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre page web en matière de consommation d'alcool ou de politique publique en alcool. Plusieurs publications depuis 2015, dont les plus récentes concernent le marketing de l'alcool et également les normes sociales entourant la consommation d'alcool et également des études de cas pratiques et un recueil de politiques publiques. Donc, le tout accessible. J'ai oublié de mentionner en début de présentation que la rediffusion du webinaire sera disponible sur notre page web ainsi que les diapositives. Donc, pourquoi avons-nous choisi de faire une série de webinaires? Bien, premièrement, parce que l'alcool, on en a parlé dans les dernières semaines et c'est un facteur de risque dans diverses problématiques sociales et de santé qui peut avoir des coûts importants. Et ce qu'on a vu récemment, c'est qu'il y a plusieurs instances, autant canadiennes qu'à l'international, qui adoptent diverses mesures pour prévenir les méfaits de l'alcool. Et ça devenait intéressant d'en discuter et de les présenter. Comme je le disais, là, la plupart de nos webinaires, le contenu se retrouve dans notre recueil de politiques prometteuses disponible en ligne. Plus précisément, pourquoi parler d'encadrement du prix? Mais premièrement, parce que le prix, vraiment, ça a un attrait pour les consommateurs. Donc, ce que la littérature nous dit, c'est que ça influence les comportements d'achat, mais ça influence aussi les niveaux de consommation et parfois, notamment chez des grands buveurs. Donc, ça a un intérêt là, de vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire comme politique encadrant le prix ou touchant le prix. Et ce qu'on constate, et on l'a constaté en faisant notre portrait du marketing de l'alcool au Québec, il y a énormément de stratégies qui visent à diminuer, soit directement ou indirectement, le prix de vente des produits alcoolisés, donc par des rabais, des promotions fréquentes. Il y a énormément de publicité sur ces promotions. Je vais en parler un petit peu plus tard. Et vous n'êtes pas sans savoir, peut-être qu'il y a eu un récent débat sur les taxes des produits alcoolisés là, au gouvernement fédéral.
Donc, il était censé, habituellement, là, la taxe fédérale suit l'inflation. Donc, cette année, qui aurait dû être d'environ de 6,5 Et finalement, suivant des débats et de la pression là, des fabricants de l'alcool, le gouvernement fédéral a accepté de la laisser à 2 d'augmentation. Mais ça crée vraiment beaucoup de discussions, beaucoup de bruit entourant la taxe et son efficacité et qu'est-ce que l'impact du prix. Donc, vraiment, le webinaire aujourd'hui s'insère dans un contexte assez d'actualité et ça vient expliquer là, pourquoi c'est important de bien comprendre parce que finalement, une politique du prix minimum, notamment, c'est très complexe. Donc, en espérant que le webinaire aujourd'hui puisse vous éclairer un petit peu là-dessus. Premièrement, c'est important de savoir qu'est-ce qu'une promotion sur le prix. Donc, les promotions liées au prix des boissons alcoolisées, ça le dit, ça a pour but de réduire à court terme le prix d'un produit, vraiment pour que le consommateur ait l'impression de faire une bonne affaire. Donc, quand on voit rabais, solde, choses comme ça, et ça a plusieurs formes, des fois des formes plus connues, comme je le disais, là, le rabais, là, la fameuse affiche qui vient nous dire rabais sur le produit, mais ça peut aussi avoir des formes comme de l'achat multiple, donc les 2 pour 1 qu'on voit plus fréquemment. On peut avoir aussi des concours, donc à l'achat de tel produit, gagner un voyage ou gagner tel autre produit. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des promotions croisées, qui est par exemple quand on offre un produit à l'achat de tel produit, on vous offre gratuitement un fromage, un ballon, une casquette, un jus de fruits. Donc, c'est ce qu'on appelle une promotion croisée. Et ce que ça vient faire, c'est que quand on achète le produit alcoolisé, finalement, on ne calcule pas le coût, finalement, de la gratuité. Donc, en bout de ligne, on a 2 produits pour le prix du produit alcoolisé. Il y a également des coupons de réduction, donc, ou même des fois des remises en argent. Donc, à l'achat de tel produit, recevez soit des rabais sur de l'essence ou même des coupons de réduction de 15 par exemple, au marché IGA. Je dis IGA, mais ça pourrait être n'importe quelle autre épicerie. Des fois, on va voir des paiements de taxes et les programmes de loyauté. Donc, on voit également qui sont finalement des remises en argent. Je vous en montre quelques exemples. Lorsque je disais que c'est souvent, les promotions sont très publicisées, je vous les montre. Donc, ça va peut-être vous rappeler, peut-être certaines que vous voyez lors de vos courses ou même sur votre chemin en vous rendant au travail. Donc, les promotions de week-end, donc des fois de périodes, des promotions sur l'achat multiple, les concours, comme je mentionnais, les fameux, des fois des spéciaux de 4 à 7, donc des happy hour, des promotions éclairs, des gratuités, les fameuses petites étiquettes oranges qu'on voit des fois en arrivant à l'épicerie qui indiquent les rabais. Donc vraiment, c'est partout et on en parle, on en voit souvent. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça attire l'imaginaire du consommateur, ça attire l'œil surtout et ça peut influencer ses habitudes d'achat. Donc, est-ce qu'au Québec, nous avons des règles en vigueur qui touchent le prix de vente et les promotions liées au prix? La réponse est oui. Premièrement, donc c'est important de savoir qu'il existe un prix plancher sur la bière vendue en épicerie donc, et en dépanneur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les titulaires de permis d'épicerie. Donc, station-service, épicerie, dépanneur, comme je le disais. Donc, eux, les produits de bière ont un prix minimum qui sont en fonction de la teneur en alcool et par le volume de soit la canette ou la bouteille. Ces prix sont indexés annuellement et publiés par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec sur leur page web et au 1er avril de chaque année. Donc, vous avez le lien là dans le hypertexte si jamais ça vous intéresse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc oui, il y en a un sur la bière, mais il n'y en a pas sur aucun autre produit au Québec en termes de prix plancher. Ce qu'il y a également qui vient influencer le prix de vente, c'est une taxe spécifique sur l'alcool, donc une taxe provinciale qui se calcule en sus là, de la TPS et de la TVQ. Et il y a aussi une taxe fédérale là, dont j'ai fait mention tout à l'heure. Donc, ce sont les 2 taxes aussi applicables qui viennent influencer le prix de vente. Et pour les produits à la SAQ, à savoir, bon, qu'est-ce qui est vendu à quel prix? Bien, ça fait l'objet d'ententes commerciales entre la SAQ et les différents fournisseurs. Et il ne faut pas oublier non plus que ce soit au Québec ou au Canada,
Les politiques de prix sont également soumises aux règles de libre-échange et d'entente commerciale internationale, comme le GATT, qui émane de l'Organisation du commerce mondial. Donc, c'est vraiment favoriser le libre-échange. Il faut savoir, là, je ne rentrerai pas dans une grande explication de ce que sont ces accords internationaux, mais il existe, notamment dans le cas du GATT, une exception qui permet la protection de la santé, notamment des fois pour des raisons de santé publique. Il pourrait être permis, dans certains cas, d'établir, dans le fond, qu'un pays établisse des prix minimums. Mais pour l'heure, bon, tout ça, c'est réglementé, donc le prix de vente doit être soumis à l'ensemble de ces règles. Il y a également, également des règles relatives aux promotions sur les prix, donc les fameuses publicités, les 2 pour 1, les achats multiples, donc, dont j'ai fait mention tout à l'heure. Donc, ça, c'est principalement le règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques qui régissent, dans le fond, ces pratiques. On a, par exemple, une règle qui interdit la publicité encourageant la consommation non responsable. Bon, c'est un concept très général et ce qui a été dit par diverses directives, notamment de la Régie des alcools, des courses et des jeux, c'est des publicités faisant, par exemple, des promotions faisant la promotion d'open bar, donc de bars ouverts, de soirées des dames, de beat the clock. Donc, ça, c'est plus l'heure avance, là, plus l'alcool coûte cher, mais donc plus on boit tôt, moins ça coûte cher. Des 3 pour 1 ou les 4 pour 1, des boissons à bas prix, là, par exemple, à 1 $, donc à prix infime. Ça, c'est considéré comme étant qui favorise une consommation non responsable. Et donc, la publicité de ces pratiques n'est pas permise. Le 2 pour 1, c'est important de la spécifier, le 2 pour 1, les promotions 5 à 7 ou happy hour est toléré. Donc, ce sont des pratiques tolérées par la RACJ, mais il est par contre interdit d'en faire la publicité, de quelque manière que ce soit. Ce qu'on constate toutefois, c'est qu'il y en a quand même parfois, et malgré tout, et ça vient vraiment influencer les comportements d'achat et de consommation des consommateurs. Il y a également une interdiction pour les titulaires de permis pour consommation sur place. Donc, ça, c'est les restaurants, par exemple, d'offrir ou d'accorder un rabais sur le prix habituel. Le prix habituel, c'est vraiment là, quand on a le menu, on voit, bon, bière à tel prix, spiritueux à tel autre prix. Il faut que ce soit, donc c'est le prix affiché de manière régulière. Si, par exemple, chaque jeudi, la bière est à tel prix, qui est un prix différent des autres journées, c'est considéré comme étant un prix habituel, donc les jeudis. Ce que ça interdit, et donc là, je le répète que c'est uniquement pour les titulaires de permis pour consommation sur place, c'est par exemple de décider que pour un événement, fête des mères, Super Bowl, Halloween, l'alcool ne soit pas vendu au même prix que ce qui se fait habituellement. Donc ça, c'est déjà en place. Par contre, ce n'est pas le cas pour les autres titulaires de permis. Il y a également une interdiction, toujours pour les titulaires de consommation sur place, d'annoncer en publicité la consommation gratuite. Donc, de vraiment faire une promotion qu'à telle heure ou d'offrir des consommations gratuites où les femmes boivent gratuitement, par exemple. Mais comme je vous disais, des fois, entre ce qui est écrit et ce qui se fait sur le plancher, des fois, ça peut différer et on peut voir vraiment d'autres pratiques. Donc, si vous en voyez, vous pouvez toujours les dénoncer. C'est faisable, dans le fond, au Québec. Ce qui se fait ailleurs, parce que, bon, on peut s'inspirer des modèles de d'autres provinces et aussi de d'autres pays, en matière de prix minimum. Donc là, on va pouvoir vous l'expliquer. C'est Mme Blouin qui va vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'un prix minimum? Je vais vous le dire rapidement, c'est un prix sur le verre standard par type d'alcool. Donc, c'est comme vraiment un prix plancher à combien doit être vendu l'alcool. Et ce qu'on constate, c'est que toutes les provinces canadiennes ont un prix plancher pour au moins un type d'alcool. Donc, vous le voyez dans le tableau qui est affiché à l'écran. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que le Québec et l'Alberta n'en ont pas pour l'ensemble des alcools vendus. Tout à l'heure, je le mentionnais, le Québec en a uniquement pour la bière, finalement, pour apporter, vendue en épicerie par les titulaires d'épicerie.
Et pour des raisons de santé publique, d'autres pays, par contre, ont adopté des modèles un peu plus restrictifs et ont appliqué des prix minimums sur l'ensemble des alcools. L'Écosse est un modèle récent qui a adopté là, un prix minimum ou unitaire en 2018. Même chose avec les Pays de Galles en 2020 et l'Irlande en 2022. Vous avez les liens là, vers leurs règlements et leurs lois. Et la plupart de ces pays, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont évalué leur modèle, même si c'est récent. L'Écosse, pardon, est venue évaluer scientifiquement là, les impacts de l'instauration de ce prix minimum. Donc, vous avez les liens également. Mais comme le prix minimum n'est pas les seules politiques qui peuvent être mises en place, les promotions liées au prix sont aussi encadrées. Par exemple, en Irlande, depuis 2021, quand ils ont refondu, là, ils ont refait leur loi de santé publique en matière d'alcool, ils ont interdit de faire des promotions liées au prix, dont les rabais sur les achats multiples, les gratuités, les promotions croisées et les programmes de loyauté. Donc, vraiment, ils ont ratissé très large et finalement, c'est l'ensemble des promotions qui sont liées au prix. Donc, ils viennent soit directement ou indirectement diminuer le prix de vente. Ils les ont interdits. En moins grande ampleur, les territoires du Nord-Ouest, eux, interdisent la distribution de coupons rabais échangeables à l'achat d'alcool. De se faire remettre des remises en argent lorsqu'on achète de l'alcool, ça, c'est interdit. Et l'Ontario vient préciser dans ses directives, donc ce n'est pas inscrit dans le règlement en soi, mais c'est vraiment la manière qu'ils appliquent leur règlement, que les promotions sur les prix basées sur l'achat d'autres boissons, donc promotion sur les achats multiples, 2 pour 1, moitié prix, et promotion ciblant certains groupes, donc les Ladies Night, des soirées étudiantes, ça, c'est interdit. Donc, ce sont tous des modèles là, desquels on peut s'inspirer vraiment pour revoir ou analyser les politiques que nous avons en place au Québec. Puisque je disais que le prix minimum est une politique qui est de plus en plus adoptée par d'autres pays, mais qui est une politique très complexe, je vais laisser la parole à Mme Blouin pour vous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est. Je vais arrêter de partager. Et voilà. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien, Chantal? Bon, là, Le- évidemment, je cherche ma En vue. présentation. Pas bien long. Pas de problème. On l'avait tout à l'heure et là, Oui, oui. Ah, lien. OK, parfait. on Que voit tu la... bien l'écran est partagé. Il faut maintenant le mettre en mode diapo. Et Voilà. voilà, c'est Bon. parfait. Donc, je ferme ma caméra. Merci à Marianne et ses collègues de l'invitation à venir vous parler ce midi. Dans le fond, l'objectif de ma présentation, c'est, oui, de venir parler de qu'est-ce que c'est une politique de prix minimum par vers standard et les objectifs d'une telle politique, mais aussi de vous parler d'une étude qui a été réalisée à l'Institut national de santé publique du Québec il y a quelques années, qui modélisait les effets potentiels si on mettait en place une telle politique au Québec, quels seraient les effets sur les hospitalisations et les décès? Donc, pour aller un petit peu plus dans la définition là, d'une politique de prix minimum par vers standard, donc oui, c'est un prix plancher sous lequel il est interdit de vendre de l'alcool. Comme le dit Marianne, ça s'applique aux boissons qui sont à consommer sur place, là, comme dans un bar, un restaurant, et aux boissons à emporter. Une telle politique devrait aussi être ajustée, le prix est ajusté à chaque année ou régulièrement pour tenir compte de l'inflation. Et puis, une notion qui est très importante, c'est que le prix est établi en fonction de l'équivalent en alcool pur, donc qui ne favoriserait pas un type de boisson alcoolisée versus un autre. Pour rappel, un verre standard au Canada
c'est 13,45 grammes d'alcool pur. Et ça, vraiment, je suis certaine qu'on va tous l'oublier juste après que je change de diapo. Donc, c'est pour ça que je nous ai ramené une diapo un petit peu plus visuelle pour nous ramener qu'est-ce qu'un verre d'alcool standard au Canada. Donc, une bière à 5 d'alcool, une petite canette de 340 millilitres, c'est un verre standard. Une once et demie d'alcool à 40 donc un spiritueux à 40 c'est un verre standard. Un verre de vin à 12 d'alcool, 5 onces, 142 millilitres, ça, c'est un verre standard. Et donc, dans une politique de prix minimum, on applique le même prix pour chacune de ces portions. Dans l'étude qu'on a réalisée, on a testé avec un prix de 1,50 $ par verre standard et 1,75 $ par verre standard. Si on appliquait le 1,75 $ par exemple, pour le rendre un petit peu plus visuel, à une bouteille de vin à 12 d'alcool, ben, il n'y a rien qui se vendrait au Québec en deçà de 9,28 $ pour le vin et pour une bouteille de spiritueux à 40 d'alcool de 24 onces, là, à peu près, je pense 700 millilitres, il n'y aurait rien sous le prix de 28,70 $. Mais, donc, la raison, pourquoi on voudrait adopter une telle politique, quels sont les justificatifs derrière l'adoption d'une telle politique? Ça vise véritablement à éliminer les sources d'alcool à très faible prix en vue de réduire la consommation d'alcool chez les plus grands consommateurs. C'est eux qui sont le plus sensibles au prix, c'est eux qui sont le plus à risque de problèmes de santé associés à la consommation d'alcool, les grands consommateurs, et ça inclut aussi les plus jeunes. Et une telle politique, elle est réfléchie, lorsqu'elle est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, comme c'est le cas, elle est réfléchie dans le cadre d'une approche plus globale, c'est-à-dire qu'elle est adoptée en complément de ce qui fait déjà. Ce qui se fait déjà, c'est des politiques de taxation. Comme le dit Marianne, on en a déjà au Canada, mais on en a aussi dans la très grande majorité des pays membres de l'OMS, des politiques de taxation qui sont appliquées sur tous les produits, mais même lorsqu'on a des taxes, il reste qu'il y a souvent une gamme de produits peu chers qui restent à très faible prix et que si on utilisait uniquement l'outil de taxation pour augmenter ça à un niveau minimum, un seuil minimum là, où on élimine les sources d'alcool à très faible prix, bien, il faudrait utiliser une taxe très élevée. Et pour ne pas augmenter l'ensemble des produits de façon très grande, on complète une politique de taxation avec une politique de prix minimum où on s'assure là, que les produits sont à faible prix, sont au moins ne sont pas à très bas prix et qu'on réduit, dans le fond, là, la consommation et les méfaits chez les plus grands consommateurs qui sont la cible principale de cette politique. Donc, comme je vous disais, on a, il y a quelques années, une équipe de l'INSPQ qui a collaboré avec des chercheurs canadiens pour produire des estimés d'effets d'adopter cette politique-là au Québec, donc sur toutes les boissons alcoolisées pour emporter et pour l'ensemble des types de boissons. Et qu'est-ce que ça impliquerait sur les hospitalisations et les décès? Cette modélisation-là, elle utilise des données qui commencent maintenant à être un peu vieilles, là, de 2014. Donc, l'étude a été réalisée il y a quelques années, a été publiée durant la pandémie, une période que peut-être peu d'entre vous suivaient les questions autres que COVID, donc n'a peut-être pas reçu beaucoup de diffusion. Mais au moment où elle a été réalisée, l'étude, les données de 2014 sur les
hospitalisations, les décès, c'était ça qui était le plus récemment disponible pour faire la modélisation de la politique. Ce qu'on a constaté, c'est que la politique, premièrement, elle aurait une réduction, un impact pour réduire le volume d'alcool vendu, mesuré en équivalent d'alcool pur. Donc, elle aurait une diminution sur la consommation d'alcool par capita. Elle ne touche pas tous les produits. Évidemment, il y a toute une gamme de produits à prix moyen ou plus élevé qui ne seraient pas touchés. Mais les produits qui sont touchés, donc qui sont sous le seuil du 1,50 $ ou du 1,75 $ par verre standard, auraient une augmentation moyenne de prix de 25 %. Donc, ça, c'est l'impact sur la consommation, l'impact sur le prix. Lorsqu'on traduit cela en impact sanitaire, donc sur la santé, on observe une réduction des décès et des hospitalisations. Si on prend le scénario de 1,75 $ par verre standard, on parle d'une réduction de 11 pour les décès, 16 pour les hospitalisations. Ce sont des réductions observées pour tous les groupes d'âge, pour les deux sexes, à des degrés divers. Et on observe des réductions plus grandes des décès chez les 15-34 ans que chez les catégories d'âge plus âgées. Je vais vous présenter les résultats là, en façon plus détaillée ici. Ce que vous voyez dans le tableau actuellement, vous voyez 3 scénarios. Dans la première colonne, scénario de base 2014, il s'agit là du nombre de décès et d'hospitalisations attribuables à l'alcool en 2014. Et donc, ça, c'est des calculs basés sur les hospitalisations, les décès partiellement et entièrement attribués à l'alcool. Comme vous le savez, il y a plusieurs maladies, problèmes de santé associés à l'alcool, certains entièrement causés par l'alcool, mais dans certains autres cas, on parle plutôt de facteurs de risque. Et donc là, on parle de fractions attribuables à cette cause. Et les chercheurs qui ont produit la modélisation du scénario de base ont constaté que pour 2014, on aurait donc 2850 décès au Québec attribuables à l'alcool et 24 600, presque 24 700 là, hospitalisations attribuables à l'alcool. Une fois qu'on a le scénario de base, ils ont modélisé 2 scénarios de prix minimum, un avec le 1,50 $, l'autre avec le 1,75 $. Dans les 2 cas, on constate une réduction des hospitalisations, des décès chez les hommes, chez les femmes. Évidemment, étant donné que le fardeau sanitaire de l'alcool est plus important chez les hommes, si vous regardez les chiffres absolus de réduction, on voit plus de réduction chez les hommes, étant donné que la base là, déjà était plus importante là, pour les décès. Ces données-là ont été publiées dans un rapport que vous trouverez sur le site de l'INSPQ. J'ai inclus le lien dans la présentation PowerPoint. Si vous voulez lire l'ensemble de la méthodologie, l'ensemble des résultats, les limites de l'étude, tout ça est bien décrit dans le rapport. Si vous voulez un résumé de ce que je viens de présenter, il y a aussi une affiche qui avait été déposée, présentée au JASP cette année, d'où j'ai extrait là, plusieurs des images aujourd'hui, qui est disponible, qui, je crois, sera disponible sur le site des Journées annuelles de santé publique du Québec dans les prochains
mois, je ne peux pas confirmer, où est-ce qu'on avait là, ramené les faits saillants de cette étude-là. Je pense que je vais m'arrêter là, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vais remettre ma présentation pour la période de questions. Merci beaucoup, Chantal. Je crois que c'est super instructif. Comme je le disais, c'est pas toujours des notions très faciles, le prix minimum. Et ce qu'on voit, de ce que je comprends, c'est que ça pourrait vraiment avoir un effet. Là, ce ne sera pas bien long, je tente. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas encore? Nous le voyons. Oui, OK, parfait. Merci. Donc, que ça peut avoir un effet là, sur les décès, hospitalisations et donc, par le fait même, là, sur des coûts sociaux liés sur les coûts de santé. Et c'est intéressant de voir qu'on a fait un peu cette modélisation pour le Québec. Souvent, on a des études là, qui viennent d'ailleurs. Donc, ça peut donner une belle perspective et aussi avoir un portrait d'ensemble avec tout ce qui peut être fait en termes d'encadrement ou de politique liée au prix. Comme je le disais, bon, la politique du prix minimum est une des stratégies qui peut être envisagée, qui est adoptée par d'autres instances, qui a peut-être reçu davantage là, d'études ou d'évaluations. Mais sinon, en termes de promotion, des fois, on n'en parle pas beaucoup non plus, les promotions liées au prix. Donc, l'encadrement soit des 2 pour 1, des promotions croisées, l'application donc pour les happy hour, paiement de taxes, sont toutes d'autres stratégies qui peuvent aussi être envisagées pour réduire les méfaits liés à l'alcool et de ne pas créer une incitation via un prix finalement de l'alcool qui serait peut-être plus bas et qui, là, tenterait peut-être davantage de consommateurs. Il y a quelques règles en place. Le Québec a quand même un certain prix minimum sur la bière, mais uniquement sur la bière, contrairement à d'autres provinces canadiennes. Donc, c'est intéressant de se questionner et de voir là, les impacts de chacune des politiques, que ce soit prix minimum et sur les promotions liées au prix, et de les évaluer et de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on peut faire mieux au Québec et s'améliorer. Je serais rendue à la période de questions. Il y en a eu une pendant ma partie qui demandait des précisions, à savoir pourquoi l'Irlande est allée de l'avant, le contexte d'adoption d'une nouvelle loi de santé publique. L'Irlande était, oui, aux prises avec une prévalence de consommation supérieure, dans le fond, à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, on parlait, je crois, là, si je ne me trompe pas, d'environ 10 litres par habitant, alors que la moyenne de l'OCDE était à 8 point quelque chose, 8,4, 8,5. Donc, ils ont été de l'avant, donc ça avait des coûts sociaux importants. Eux, au lieu de, ils ont vraiment pris l'ensemble du problème et ils ont décidé de refaire une loi complète sur l'alcool. Donc, vraiment, loi de santé publique, ils ont touché à l'ensemble des aspects pouvant toucher le marketing et promotion de l'alcool, dont le prix, en instaurant un prix minimum. L'Écosse est dans le même processus actuellement. Ils sont en période, là, ils ont fait des consultations publiques et des consultations générales et des évaluations. Donc, ce sera à voir. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon, je m'excuse vraiment. Le moment où on veut vraiment pas que ça arrive en plein webinaire. Donc, donc, je ne sais pas si ça répond aux questions. On aura la chance, là, la SPQ devrait publier éventuellement là, certains portraits de d'autres pays d'action. Donc, ça me fera plaisir là, de le partager lorsque ce sera disponible. Donc, j'ai noté l'intervention de la personne qui est intéressée. On pourra vous vous envoyer les liens lorsque ce sera disponible. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je vois Oui, un autre. d'abord à tes souhaits, Marianne, et on va pouvoir te donner une pause de micro puisque la Merci. prochaine question vient pour Chantal. Donc, pourriez-vous rappeler, s'il vous plaît, les facteurs explicatifs associés au fardeau sanitaire de l'alcool plus élevé chez les hommes? Donc, la différence au niveau du fardeau sanitaire homme-femme. Oui, ce que, a priori, la différence de consommation moyenne, donc l'exposition à la consommation est très probablement explicative des résultats. Ce que je ne sais pas et que je pourrais aller confirmer, c'est dans quelle mesure la consommation excessive comme pattern de consommation et non seulement
la consommation plus élevée au total peut expliquer le fardeau sanitaire différencié parce que, évidemment, si ça se confirme que la consommation excessive, donc plusieurs, 4-5 consommations dans une seule occasion, est elle aussi plus élevée chez les hommes, ben, ça explique aussi beaucoup d'événements de type les décès de type accident, donc les méfaits aigus associés à l'alcool. Par contre, cet élément-là, je vais devoir aller le vérifier parce que je ne suis pas certaine à 100 là, de comment ça avait été intégré dans la méthode de l'étude. Mais a priori, ça serait ma réponse, mais je vais aller vérifier pour être certaine. Parfait. On aurait une autre question de M. Sébastien Bergeron qui nous dit, à votre avis, quelles devraient être les stratégies pour faire accepter ces mesures aux politiciens, aux commerçants et à la population? Autrement dit, pour aller chercher de l'acceptabilité sociale d'une telle mesure. Donc, il n'a pas précisé sur quelle mesure de prix, mais peut-être que je laisserai Chantal sur le prix minimum commencer ou Marianne. Oui, bien, peut-être que ce que je peux indiquer à ce sujet-là, je sais qu'en Écosse, ce qu'il y a, lorsque le Parlement écossais a adopté la politique pour s'assurer, je pense, de l'acceptabilité, ils ont aussi investi dans un important programme d'évaluation de l'impact de la politique pour rassurer les citoyens que ça a été adopté véritablement dans une perspective de santé et de sécurité publique et qui allait au fil des ans. Puis même, ils ont mis une clause par laquelle, après 5 ou 6 ans, si la politique ne s'avère pas efficace pour atteindre les objectifs de santé et de sécurité, le Parlement devra revoter sur la loi. Et donc, ça augmente d'une certaine manière l'acceptabilité sociale de bien lier la politique à son efficacité, là. Donc, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait en Écosse. Puis moi, si je peux ajouter, ben, c'est certain que c'est souvent des politiques complexes dont on entend peu parler, que ce soit les politiques sur les promotions sur le prix ou de prix minimum. Donc, c'est sûr que plus on en parle, plus c'est certain quand les gens comprennent. Des fois, va y avoir une facilité d'acceptabilité sociale, autant aussi auprès des décideurs. Certains sondages de la SPQ, des fois sur certaines politiques sur les prix, par exemple, que ce soit des fois de la publicité auprès des mineurs ou des fois sur donc des actions un peu moins, donc des promotions. Donc, la publicité des promotions, souvent les gens sont plus favorables à dire, ben, c'est vrai qu'il y en a trop. Donc, c'était certains résultats là, qu'on avait qui sont disponibles dans notre rapport sur la norme sociale liée à l'alcool. Donc, ça, déjà, on voit que quand on passe par des liens hauts, donc tous les éléments qui viennent influencer ou que les gens ont l'impression de se dire, bien, c'est vrai que finalement, peut-être que ce n'est pas un libre choix si je suis influencée par la publicité, ça passe mieux. Là, vous allez me dire que c'est un peu contradictoire. Souvent, les gens ne se disent pas influencés par la publicité, mais évidemment, là, les sommes mises en publicité prouvent le contraire. Mais souvent, quand on pose la question, est-ce nécessaire, toute la publicité liée à la promotion? Ça, les gens sont plus en faveur de dire qu'il y en a trop ou que ça pourrait être réduit. Donc, des fois, l'explication, des fois, passer par d'autres éléments là, plus extérieurs. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Anne-Marie, tu as peut-être fait Pas pour l'instant. En fait, je me demandais si tu avais par cœur le dernier sondage qu'on avait fait sur le prix minimum en termes d'appui. C'est sûr que les mesures de Oui. prix, là, M. Bergeron a raison que c'est des fois des stratégies qui intéressent moins le public ou auxquelles ils adhèrent moins spontanément, mais c'était quand même, on atteignait au moins la moitié des Québécois quand même qui Oui. étaient en faveur. Si je me souviens bien, je crois qu'on était à 48 ou 45 là, pour le prix minimum. Mais ensuite, on avait posé d'autres questions là, sur justement les promotions liées au prix. Et ça, l'acceptabilité était plus élevée. C'est tous disponible, là, ces données-là, dans le recueil politique publique. Il y a une autre question qui revient sur feu le documentaire Péter la balloune. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, on verra s'il va pouvoir rejaillir comme un phénix. Mais dans le documentaire, donc, ai-je bien compris que la consommation d'alcool moyenne par habitant était de 13 litres au Québec?
Et si tel est le cas, cette consommation moyenne au Québec serait donc plus élevée que ce qu'on avait vu en Irlande avant que le pays adopte ces mesures législatives. Donc, est-ce que quelqu'un entre vous connaissait la moyenne de consommation par habitant au Québec? L'NSPQ avait publié des chiffres, mais qui commencent à dater un petit peu. Le 13 me surprendrait peut-être un peu. Je vais quand même aller valider si on me laisse quelques minutes, là, si jamais une autre question en attendant. Soit moi ou Chantal, on devrait pouvoir le retrouver. Oui, c'est ça que j'essaie de faire, de retrouver l'information live. Je On a crois d'excellentes déjà. questions, donc des Ben gens oui. très attentifs. Donc, je vous laisse pianoter en live. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. J'ai la Euh, réponse. J'ai un 8,4 litres. Donc, ça, c'est selon Statistique Canada au Québec, la consommation. Et là, c'est donné sur le portrait de la consommation là, de la page de l'INSPQ. C'est ça. Mais ce sont pour 8 litres pour 2004-2005, 8,9 2011-2012. Et pour 2021-22, on parle de 8,4. Mais j'imagine, tout dépendant quelles données, quel chiffre est son prix, j'imagine que ça peut varier. Ou en termes de volume d'alcool vendu aussi, j'imagine que ça peut toujours varier. Donc, peut-être que si vous avez vu un chiffre à 13, ça pourrait toujours être possible, mais selon la page de l'INSPQ, on parle de 8,4. Et bon, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Si vous êtes en train de taper une très, très, très longue question, manifestez-vous, faites une petite lettre qu'on sache qu'on vous Attends. attend. Et puis, ceux qui n'ont plus de questions et qui souhaitent commencer à quitter, là, n'hésitez pas à le faire non plus là, pour profiter du soleil ou de votre repas. Je ne vois rien qui… Ah, attendez, on va voir. Question. Alors, quelqu'un s'est manifesté. Bravo, Sébastien. On va attendre sa question, donc, tranquillement. Prenez votre temps. Pendant qu'il cherche, là, moi, je vais me poser une question en lien avec les fameux litres, justement, qu'évoquait M. Tourville juste avant. Donc, quand on parle d'une moyenne de 8,4 litres, là, tout à l'heure, Chantal montrait là, de la bière, c'est 341 millilitres, du fort, c'est tant de millilitres. Comment c'est cumulé? Est-ce que c'est tout mis ensemble, tout est liquide? Savez-vous? Oui, habituellement, c'est en alcool pur que c'est calculé. Oui, c'est ça. C'est la consommation moyenne d'alcool pur. Parfait. Donc, M. Bergeron a terminé sa question. C'est: a-t-on des données qui comparent l'achat de boissons non alcooliques versus alcooliques selon leur prix? Donc, la comparaison de prix entre l'option avec et sans alcool. C'est intéressant. Mm, Vas-y, je- Chantal, je te laisse. Ben, on n'a jamais fait les comparaisons. Je sais qu'à l'Institut, on a des données sur les boissons non alcooliques là, dans le cadre de l'équipe qui travaille sur la saine alimentation, qui ont travaillé sur les boissons, mais on n'a jamais fait de travaux qui comparaient ces prix-là. C'est intéressant comme idée, là, mais on n'a jamais fait ça. Nous, ce qu'on avait en soi, on n'a pas une comparaison là, à jour de ces prix. À l'époque, il y avait des petites enquêtes terrain qui avaient été faites à la SPQ qui montraient que c'était soit des prix des fois supérieurs finalement notamment dans les bars et restaurants ou du moins équivalents. Et c'est pour ça qu'à certaines époques, la recommandation de la SPQ était que les bars au moins offrent à moindre coût des boissons non alcoolisées, mais ça pourrait être intéressant de voir maintenant avec la tendance là, qui augmente là, sur le sans-alcool. Pour préciser ta réponse, Marianne, les prix supérieurs étaient pour les Oui, boissons. les boissons non alcoolisées. Donc, les boissons non alcoolisées étaient souvent des fois vendues à un prix supérieur Il y a que les quelques boissons. années, Oui, il y a quelques de années, ça, avec la vers popularité de la 2015. tendance, ça Oui, pourrait avoir bougé. tout à fait.
Effectivement. Donc, M. Bergeron allait dans le même sens qu'il faudrait vraiment que les boissons alcoolisées, sans alcool, pardon, soient moins chères que les boissons alcoolisées pour favoriser les bons choix. Donc, tout à fait, c'est un des constats Bon que point. l'on partage avec vous aussi. Donc, je n'en ai pas d'autres. Est-ce qu'une autre personne se manifeste ou on s'arrête ici? Donc, en attendant, je vais mentionner, là, je vous rappelle que vous allez obtenir, là, chaque participant inscrit va recevoir les liens de diffusion et de partage de la présentation PowerPoint. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, à nous écrire. Ça va nous faire plaisir là, de faire le suivi et en lien avec la réponse ou la question qui a été posée et que Mme Blouin mentionnait faire un suivi, ça va vous être envoyé là, en même temps. Donc, vous aurez toutes les réponses aux questions. Donc, merci encore de votre intérêt. C'est toujours très apprécié d'avoir des participants actifs. Sur ce, merci aussi à Chantal d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonne fin de journée. Merci à tous. Bon dîner. Bonne fin de journée.